Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la deuxième étape du Tour du Danemark. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté de cette étape avec le résumé du jour. Et puis on parlera des coureurs au top, des flops du côté de cette étape avec bien quelques informations peut-être à prendre en compte par rapport au classement en général, par rapport à la suite de cette semaine de compétition. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et ça, c'est seulement si vous en avez les moyens. Alors, cette deuxième étape, elle était très courte, seulement 110 km, 111 km au programme de cette journée. Donc on savait que ça allait être assez nerveux, qu'il allait avoir du rythme également, et qu'une échappée pouvait potentiellement résister jusqu'au bout. Il fallait faire attention également au circuit final qui était extrêmement court, à peu près 4 km et demi. Alors il n'était pas extrêmement technique, mais le problème c'est qu'on le faisait très régulièrement, il fallait pas qu'il y ait une chute sur ce circuit final, sinon potentiellement eh bien, on pouvait être bloqué du côté du parcours si c'était une grosse chute massive, mais surtout on savait qu'il fallait faire attention aux tentatives d'échapper parce qu'on aurait peut-être du mal à revenir sur ces différentes tentatives. Que dire d'autre du côté de cette journée? C'était très plat. Alors on a mis deux grimpeurs au programme. Le deuxième c'était 200 mètres je crois à 4%. C'est vraiment pour mettre des grimpeurs et pour les sponsors, on va dire, de ce Tour du Danemark. Mais voilà, bon, ça arrive. Parfois sur certaines courses il faudrait mieux appeler ça d'autres sprints modifications qu'appeler ça des grimpeurs, parce que parfois c'est un peu ridicule sur des pays ou dans des pays où on n'a pas quand même peu de difficultés, ou des difficultés qui sont quand même très courtes, d'appeler ça des grimpeurs. Bon, on regarde tout de suite l'étape du jour, le résumé. La bonne échappée qui partait à 90 km de l'arrivée a été composée d'un coureur français, Anton Müller, qui est dans l'équipe toujours Novo Nordisk. Il y avait ensuite des Danois, Lisgard, March Holt, Andersen, Malmberg, Nielsen et Wallin de la Uno X. Alors à 85 km de l'arrivée, on avait une crevaison de Andersen qui était dans l'échappée et qui va réussir à revenir 7 km après, mais c'est un effort qui va forcément lui peser dans les jambes. L'écart max aux alentours d'une minute 10, 1 minute 15 à environ 75 km de l'arrivée. Et puis ensuite, on a mis en route du côté des classements de la montagne pour cette étape. Le premier classement de la montagne était remporté par Mathias Malmberg. Le sprint intermédiaire, lui, était remporté par également Mathias Malmberg. Et le troisième grimpeur, eh bien, c'était encore Mathias Malmberg qui le remportait et qui faisait un carton plein sur cette étape. Mais comme la veille, il n'avait pas marqué de points, eh bien, l'écart avec Oksted et Dahl est encore important, et la situation n'a pas changé du côté du classement de la montagne entre Oksted et Malm. À 45 km de l'arrivée, l'écart est encore de 40 secondes, et oui, on a beaucoup de mal à revenir. Vous avez Baptiste Westrofier notamment qui roule, et Alpecin également, avec quelques Lidl Trek qui tentent de revenir sur les échappées. Anton Müller, lui, va être lâché. Et ensuite, il aura une crevaison, parce que c'est vrai que les commentateurs d'Eurosport... Pourtant, moi, j'étais en train de manger une glace à ce moment-là. Je n'étais pas totalement concentré sur la course, pour tout vous dire. Et j'ai compris ce qui s'est passé. Et les mecs d'Eurosport, ils n'ont pas compris. Alors, tout simplement, Anton Müller a été lâché par l'échappée. Puis ensuite, il a crevé. Mais quand il était dans le peloton, il a crevé. Donc, l'image que l'on voit quand il change de vélo, quand il a un problème mécanique, c'est qu'il a déjà été rattrapé par le peloton, parce qu'il y avait 40 secondes, donc vous faites rattraper très rapidement, surtout qu'il avait l'air d'être un peu cuit à ce moment-là. À 17 km de l'arrivée, alors que nous sommes rentrés sur le circuit final, eh bien il n'y a que 32
secondes d'écart. À 2 tours de l'arrivée, c'est Nielsen qui se retrouve seul devant, puis il va être rattrapé. Ensuite, on a Malberg et Wallin qui partent ensemble. Et à 5 km de l'arrivée, grosse chute dans le peloton avec un coureur qui va abandonner. C'est Clemensen, un coureur de l'équipe nationale du Danemark qui est en temps normal dans l'équipe de développement de la Red Bull. Et puis il va y avoir également le maillot vert qui va être impliqué dans cette chute, Julius Johansson, et qui va perdre du temps sur cette étape alors qu'il était dans le top 10 du côté du classement général. L'échappée sera reprise à 2 km 600 de l'arrivée. Juste après, chute du poisson pilote de Mats Pedersen, Ryan Gibbons, qui va tomber sur un virage, et ce qui fait que Pedersen se retrouve un petit peu seul. Derrière, on a un sprint qui va être anticipé par Niels Eekhoff du côté de la Picnic Post-Tunnel, mais il n'arrivera pas à résister au retour tonitruant de Søren Breisgård, qui va quand même garder une petite avance sur Stefan de Schrittener. Le coureur de la Lotto. On retrouve ensuite Axel Zingler, Jasper Philipsen 4e, mais qui était très mal placé dans une grande partie du sprint. Et puis Niels Eekhoff qui prend la 5e place, Kubis 7e, 9e Pedersen, donc pas de changement du côté du classement général de ce Tour du Danemark. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top de ce Tour du Danemark, eh bien, la belle victoire de Søren Breisgård, le grand gabarit Søren Breisgård, qui pourtant avait abandonné le Tour de France. Søren Breisgård, on en avait parlé lors du conseil de classe. Il avait été bon sur les étapes dans le nord de la France, 3e à Lille, 4e à Dunkerque, et puis ensuite il était tombé, il avait dû abandonner avant l'étape du 14 juillet. Søren Breisgård, on sait que c'est un bon sprinter qui vraiment est dans une belle phase de progression. On rappelle, vainqueur du Etniesblad cette saison, vainqueur également d'une étape de l'étoile de Bessèges, et donc là c'est sa 3e victoire de la saison avec ce Tour du Danemark. Je trouve vraiment ce qui a changé avec Søren Breisgård, c'est qu'avant, il y avait ce rôle avec Christophe, où souvent on le mettait poisson pilote de Christophe. On avait l'impression qu'on avait du mal à savoir qui était parfois le sprinter numéro 1 entre Breisgård et avec également Christophe. Je pense que cette année, on a décidé de faire un choix. Peut-être que la victoire sur le Etniesblad a changé pas mal de choses, et qu'on a décidé qu'il serait le numéro 1 de l'équipe du côté du sprint, alors que pendant très longtemps, il y avait cette séparation, on va dire, un petit peu des tâches avec Alexander Kristoff, et qu'on s'est dit, Alexander Kristoff, il a peut-être plus la capacité désormais de tenir la cadence. Mais on sait que c'est un bon sprinter. L'an dernier, c'est quand même un coureur qui, en termes de résultats, depuis quelques saisons, arrive à remporter 2-3 victoires par an. C'est vrai que si on regarde l'an dernier, il était à 6 victoires. 6 victoires également en 2023. 3. Cette année, c'est vrai qu'il avait gagné, notamment l'an dernier, moi il m'avait impressionné, c'était sur le Alula Tour, où il avait été très bon en tout début de saison, en 2024 sur le Alula Tour. Il avait fini 9e de Paris-Roubaix. C'est un coureur vraiment qui a énormément progressé sur ses sprints en puissance. Il faut savoir que c'est un énorme gabarit, à côté Jonathan Milan fait presque petit. 1,95, 92 kg, donc forcément ça développe des watts. Parce qu'il faut savoir que plus vous êtes lourd, plus vous développez des watts. Ça aussi, c'est une des clés. Donc il développe énormément de puissance, Søren Breisgård, avec ce gabarit-là. Alors le désavantage, c'est qu'en haute montagne, c'est un petit peu compliqué pour lui. Mais sur les sprints à plat, ça fonctionne extrêmement bien. Et encore une fois, je trouve que cette année, désormais, il a un vrai rôle de leader. Alors la veille, on s'était à demi raté du côté de la Uno X parce qu'on avait qu'un coureur dans le premier groupe. Là, je trouve qu'on a vraiment bien joué. Et puis Breisgård qui revient de l'arrière sur Niels Eekhoff qui avait tenté d'anticiper. C'était plutôt osé de la part du néerlandais. Mais on pensait peut-être
plutôt sprinté pour Jacobsen. Il est encore un peu léger en forme, hein, je pense, Fabio Jacobsen. Par contre, Varenskjold, il est très très grosse puissance développée par le Norvégien. Et ça fait des points, ça au classement UCI. Par rapport à la Cofidis, ça fait 20 points supplémentaires. Depuis le début de saison, il en a déjà marqué quand même quasiment 700. Søren Varenskjold, ce qui veut dire 300 de moins hein, que l'an dernier. Donc il est vraiment sur un bon rythme, on va dire, pour faire une saison aussi bonne que les deux dernières, voire même un petit peu meilleure du côté de Søren Varenskjold, mais impressionnant, voilà, le Norvégien sur cette étape, vraiment plein de puissance. Deuxième coureur top, la relève belge, peut-être du côté du sprint. On en parlera d'un deuxième coureur également pour la relève belge du côté du sprint. Un coureur, pour l'instant, qui est chez Lotto, mais vous voyez, avec les problèmes de fusion, c'est peut-être un coureur qui va intéresser des formations, notamment les formations françaises, qui semblerait que les formations françaises soient très concentrées sur les coureurs belges, qui pourraient être à la fois... par les coureurs belges, mais également les coureurs étrangers dans ces équipes, qui pourraient se retrouver sur le carreau du côté de la Lotto et de l'Intermarché. Ça intéresserait notamment la Cofidis, mais pas seulement, et Stefan de Schrittener. Là, il a montré quand même de très très bonnes choses. Alors, de Schrittener, il est arrivé chez Lotto dans l'équipe 1 cette année. Il était dans l'équipe de développement la saison dernière. Il a même fait une saison dans l'équipe U19 de la H2R. Là, je trouve qu'il fait vraiment un super sprint parce que on connaît les qualités de Varenskjold, on sait qu'il est très puissant, qu'il est capable de faire des sprints un petit peu longs, Varenskjold. Réussir à revenir légèrement sur un Varenskjold en fin de sprint, alors certes il a lancé très tôt, comme Niels Seekhoff a anticipé, mais réussir à revenir un petit peu sur lui sur la fin de sprint, c'est vraiment très intéressant ce qu'il a montré. J'en avais déjà parlé de Schrittener, je ne sais plus si c'est cette année ou l'an dernier, on en avait parlé de Stefan de Schrittener. Peut-être déjà sur le Tour of Tay Lake, on avait parlé du jeune Belge qui m'avait impressionné sur cette épreuve. L'an dernier, il avait pas mal gagné, hein, que ça soit chez les pros ou même dans des courses d'un niveau un petit peu moindre. Cette année, ça a été plus compliqué pour le moment pour le Belge, mais avec ce Tour de Danemark, ça va peut-être lancer cette fin de saison. Il sera sur le Tour de Grande-Bretagne, normalement, et sur la mûre classique Gerhardsbergen, Stefan de Schrittener. Alors, petit gabarit par rapport à Varenskjold, mais il fait quand même 1m84, mais j'ai vraiment bien aimé son sprint. La Lotto, qui aussi a fait du bon boulot, parce que au final, ils ont certes roulé toute la journée, mais seulement avec Baptiste Westrofier. Et oui, les autres n'ont pas travaillé du côté de la Lotto. Chez Alpecin, on a mis plusieurs coureurs. Chez Lidl, on a mis plusieurs coureurs. Chez Lotto, on a mis Baptiste Westrofier pendant 70 km, qui était à l'avant, qui a charbonné. Et il faut parler également du gros travail du Français. Un peu un rôle à l'intime de Klerk, hein. Je trouve qu'il est très fort dans ce rôle-là, de tueur d'échappée. Alors certes, il sait aussi emmener des échappées, on l'a vu depuis le début de saison, notamment à Milan-San Remo, pour ceux qui s'en rappellent, où il a été vraiment à l'avant, où il avait fait beaucoup d'efforts. Mais je trouve que voilà, c'est un coureur qui est très fort dans le registre de gérer l'écart par rapport à un peloton, entre un peloton et une échappée. Et ça, je trouve qu'il le fait très bien, Baptiste Westrofier, et puis Stefan de Schrittener. Eh bien là, c'est la nouvelle génération belge, seulement 20 ans, du côté du sprinter belge. Donc là, très intéressant ce qu'il nous a démontré. Lui qui vient de Gerhardsbergen. Donc autant vous dire que la prochaine course sera à domicile. Et je pense qu'il aura envie et hâte de montrer ce qu'il sait faire. Voilà, Stefan de Schrittener. On termine du côté des coureurs au top avec un dernier coureur. J'aurais pu parler d'Axel Zinglet, qui fait un bon sprint sur du plat. Axel Zinglet. C'est vrai que c'est pas un sprinter de plat normalement, c'est un sprinter plutôt en bosse, Axel Zinglet, mais qui a été bon sur ce sprint, il faut le signaler. Mais je voulais parler un petit peu plus de Tom Krab. Très bon sprint également du jeune coureur belge Tom Krab. Il défonce. Il devance plutôt Lucas Kubis ou encore Mats Pedersen quand même. Et c'est un très bon sprint pour un coureur comme ça de la Flanders baloise.
Surtout contrairement à d'autres formations comme la Uno X, comme on parlait de la Lotto, comme d'autres équipes où vous pouvez être entouré dans le final, la Flanders Baloise, on est quand même un niveau en dessous. Première année à la Flanders Baloise, parce que l'année d'avant, il était dans l'équipe de développement de la Bingo. Là. Et parmi ses résultats cette saison, deuxième du trophée Martin Winans au mois de mai dernier. Il avait participé également au trophée OCS Salinas, il avait pris une 16e place. Voilà, également présent à Routen-Köln dans les courses qu'il a participé. Il avait fait également le Tour de Poitou-Charentes l'an dernier. Il avait gagné 2 étapes sur la ronde van Flans-Brabant. Une épreuve nationale belge. Et il avait fini 11e du Grote Prijs Affligen, du nom de la bière à consommer avec modération, et 3e des championnats de Belgique junior à l'époque ou espoir. Ça devait être espoir derrière Santé Saint-Jans et Senri Hulsmann. Oui, c'était bien U23 parce que j'ai toujours du mal avec les appellations. Devant Stéphane de Schrutener, qu'il avait battu ce jour-là. Donc c'est vraiment intéressant ce qu'il a montré sur la course Tom Crabb. Et ça permet également de parler de la Flanders Baloise. On sait que c'est une équipe qui est en fin de projet. L'an prochain, la Flanders Baloise ne recevra plus d'argent de la Belgique pour former de jeunes coureurs belges. Donc il va falloir trouver des nouveaux sponsors et changer, on va dire, la culture de cette équipe, ce qui ne va pas être facile, parce qu'on voit qu'en Belgique, la fusion Intermarché Lotto dit quand même que pour avoir des gros budgets, c'est compliqué d'être seulement seul à sponsoriser une équipe et au niveau des structures. Mais la Flanders Baloise, on espère que cette équipe va continuer à exister, que cette structure va continuer à exister. Mais c'est vrai que le principe, on en avait parlé déjà lors de la présentation de cette équipe sur les 2 dernières années, j'avais parlé du principe même d'avoir une équipe de formation alors qu'on voit de plus en plus des équipes de développement foisonner à droite à gauche, c'est compliqué. Est-ce qu'il y aura une fusion avec la Wagner Baloise ? Ça, c'est avec la Wagner Baloise, avec la team Wagner, ça c'est une grande question. Ça permettrait d'avoir peut-être un plus gros budget et une structure un peu meilleure. Je ne sais pas si vous avez vu l'interview sur France 3 Régions du patron de Wagner Bazin. Voilà. Ça m'a beaucoup rappelé les interviews de Destiny à l'époque où il y avait l'Auto Destiny. C'est-à-dire, je me dis, il y a vraiment des mecs aujourd'hui, ils mettent de l'argent dans des équipes, ils mettent de l'argent dans du sponsoring, dans des choses, mais ils savent absolument pas comment ça marche. Et le mec de la Wagner Bazin, il dit, en gros, moi je voulais gérer les stratégies en course. Mais oh, t'es pas dans Pro Cycling Manager, mon coco, hein. T'es dans le vrai cyclisme. Dans le vrai cyclisme, il faut avoir une formation pour pouvoir diriger des mecs déjà, notamment en France. Et ensuite, c'est pas le directeur, c'est pas le patron, c'est pas le sponsor qui dirige la formation. Tu mets ton nom sur une structure qui est déjà en place. Ou sinon, tu rachètes complètement la structure comme la Red Bull. Et ensuite, le mec, il dit, il est déçu de la saison. Tu t'attendais à quoi? Tu as vu la qualité de l'effectif? Bon, c'est pas extraordinaire, l'effectif de la Wagner Bazin. Tu t'attendais à avoir 15 victoires à la fin de la saison? Ah non. Ou sinon, il fallait mettre beaucoup plus d'argent sur la table. Donc, je dirais qu'il y a vraiment des mecs, de temps en temps, il faudrait qu'ils réfléchissent avant de mettre de l'argent à droite à gauche. Et surtout, s'informer sur comment ça fonctionne. Notamment le cyclisme, parce que je me rappelle de la Lotto Destiny, où les sponsors ne savaient pas qu'il y avait des relégations désormais dans le cyclisme. Donc ils étaient tombés des nues quand ils avaient appris que la Lotto redescendait en 2e division. Ah ouais, mais on ne le savait pas, et ils s'étaient plaints. En même temps, tu pouvais t'informer avant, et ils voulaient là aussi avoir un impact sur le sportif. Non, les sponsors n'ont pas cet impact-là, à part si tu rachètes complètement la structure. Ce qui est le cas de la Red Bull. Aujourd'hui, la structure Red Bull Borans-Grohe appartient au sponsor, appartient à Red Bull. Donc forcément, Red Bull, là, a un impact sur le sportif, peut réfléchir sur le sportif, mais pas du côté de la Wagner Bazin. Mais ça m'a fait marrer parce que vraiment, c'est l'interview et lunaire, quoi. Quand tu connais un petit peu le monde du cyclisme, tu te dis, putain, les mecs, ils ont vraiment pas regardé comment ça marchait, quoi. Vraiment, ils savent pas du tout comment ça marche. Mais voilà, donc Tom Crabb, Flanders Baloise, lui, ça fait peut-être partie des coureurs qui arriveront à trouver un point de sortie. Il a encore un contrat jusqu'en 2026
Tom Crabb, mais voilà, quand même des résultats intéressants sur cette saison pour le moment du côté de Tom Crabb. Donc c'est un coureur, je pense, à regarder et à suivre. Et pourquoi pas pour des équipes continentales également françaises, pourquoi pas également pour des équipes françaises qui pourraient être intéressées de vouloir récupérer un sprinter. On sait qu'on s'est souvent servi chez Flanders Baloise du côté des équipes françaises. Je pense notamment à la Cofidis qui a souvent recruté des coureurs. Milan Fretin notamment vient de la Flanders Baloise avant d'arriver chez Cofidis. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. On regarde tout de suite les bonnets d'âne du jour et je commence avec Mats Pedersen. Et comme quoi la chute d'un coureur peut vraiment handicaper complètement votre placement et votre train. C'est le cas de Pedersen. Il lui a manqué Ryan Gibbons aujourd'hui. Alors c'est compliqué de parler de ce sprint, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler en préambule. Le sprint était très mal filmé. La caméra d'hélicoptère était vraiment très zoomée. Ce qui fait qu'on ne voit pas trop ce qui se passe derrière sur les caméras d'hélico. On voit seulement sur la caméra de face. Donc c'est dur à étudier ce sprint parce que voilà, la caméra hélico était loin d'être parfaite. Mais du côté de Mats Pedersen, me semble-t-il qu'il lui a manqué Ryan Gibbons. Il démarre son sprint, il est complètement enfermé, il est derrière. En deuxième, troisième rideau même du côté de Mats Pedersen, parce que je dirais deuxième rideau c'est Philipsen, il est encore derrière Philipsen, il est vraiment très loin, même si on est sur le Tour du Danemark, faut pas t'attendre à des miracles non plus. Je trouve aussi que du côté de la Lidl Trek, il y a des coureurs qu'on a peu vus, que ça soit Albert Philipsen, que ça soit également Skelmose. Peut-être qu'on les a gardés un petit peu au frais pour le contre-la-montre, pour voir un peu ce que ça peut donner avec ces coureurs-là et essayer de jouer sur le surnombre avec ces trois coureurs-là et surtout un peu sur l'ogre là à trois têtes pour tenter de remporter ce Tour du Danemark, parce qu'on sait que c'est un objectif du côté de la Lidl Trek. Mais oui, du côté de Mats Pedersen, aujourd'hui, on n'a pas réussi à faire un bon sprint. Alors l'avantage, c'est comme Kubi s'est un peu raté, et c'est vrai que dans le dernier kilomètre et demi, les deux derniers kilomètres, on voyait qu'il suivait énormément Kubis, Mats Pedersen, qui est resté dans la route Kubis. Peut-être que l'objectif c'était juste de limiter la casse sur cette étape, de ne pas essayer de reprendre du temps, vu que lors de la première étape ils ont quand même fait un grand numéro. Mais on n'a pas eu un grand sprint, et c'est vrai qu'il se méfie quand même de Kubis pour garder comme ça sa roue. Au moins sur cette deuxième étape, je pense que le contre-la-montre pour Kubis sera plus compliqué pour plusieurs raisons. Mais tout d'abord, déjà une première raison, c'est que Kubis est dans une équipe de deuxième division, donc avec un moins gros travail dans cet exercice-là. Mais oui, surpris voilà, par le sprint assez moyen de Mats Pedersen. Je m'attendais à mieux voilà, de la part de Mats Pedersen sur son sprint. Surtout vu ce qu'il avait démontré la veille, où vraiment il avait été très 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 costaud, et que ce soit sur l'étape, mais également même sur son sprint, où vraiment il y avait une marge par rapport à ses adversaires. Donc déception pour moi. Deuxième flop du jour, Philipsen. On a beaucoup roulé du côté de la Alpecin, beaucoup roulé. Et ce qui fait qu'à la fin on manque de main d'œuvre. Tout simplement, on manque de main d'œuvre. Autant je trouve que la Lotto a très bien joué, notamment Baptiste Vestroffier, autant chez Alpecin, quand il y avait seulement Baptiste Vestroffier, chez Alpecin on tournait à 2 ou 3 coureurs. Et sauf que vous êtes que 7 au départ de ce Tour du Danemark. Donc tu tournes déjà à 2, puis ensuite 3 coureurs. Ça veut dire que tu n'as plus que 3 coureurs disponibles pour faire un train pour Jasper Philipsen. Ces coureurs-là se sont écartés à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Donc après, essayer de tenir à 3 sur un sprint comme celui-là, pendant 10 km, c'est très compliqué. Et quand tu pars avec un temps de retard dans beaucoup de virages, et Philipsen à 5 bornes de l'arrivée, on le voit en image, il est extrêmement loin, mais il est vraiment dans le milieu du peloton, sur un parcours, alors qui n'était pas le plus technique au monde, mais ça reste un circuit. Ça veut dire qu'il y a des relances sur un circuit, vous avez des virages qui sont un petit peu plus serrés que d'autres, et forcément les relances, lui il s'est pris fois Mac 12 par rapport à Varenskjold, par rapport à De Schrutener, qui là a été mieux emmené avec une Lotto qui vraiment a pris le manche, on va dire, à 3 bornes de l'arrivée. C'était vraiment bien ce qu'a fait la Lotto sur cette étape. Et Philipsen, on s'est un peu raté. Peut-être aussi qu'il manque encore un peu de forme,
parce que son sprint, bon, il fait 4e, mais il n'est pas si exceptionnel. Par rapport à Warren Schkel et de Schrittener, c'est un ton en dessous, hein, le sprint de Philipsen. Mais forcément, le placement, ça a son importance. Et là, on voit que Philipsen, il est beaucoup trop loin à 3 bornes de l'arrivée. Donc ça ne peut pas faire de miracle pour le coureur belge. C'est dommage pour Alpecin, parce que ça fait 2 étapes qui sont quand même pas folles hein, pour l'équipe belge sur ce tour du Danemark. Et puis on continue avec Penhalver. C'est dommage parce que Penhalver, je regardais hier, avant l'orage, son pédigré sur l'année, son palmarès sur l'année. Alors certes, c'est pas sur les plus grandes courses du calendrier, hein, du côté de Penhalver, hein, il est avec Polti Cometa, mais il a été très bon en Chine, où il a gagné une étape sur le Tour of Magnificent King A, qui est une course Pro Series. Il avait été bon en Chine. Alors, il n'a pas remporté de course hein, cette année, mais il y a pas mal de... Enfin, à part cette étape sur le Tour of Magnificent King A, mais il y a pas mal de places d'honneur, notamment, c'est vrai qu'on en avait parlé sur le Tour de Slovénie, sur la première étape où il avait été pas mauvais, je m'en rappelle, 6e d'une étape sur le Tour de Hongrie, 8e de la Classica des Almeria aussi en tout début de saison, du côté de Manuel Penhalver, qui est dans sa 2e saison du côté de la Polti Visite Malta, hein, lui qui à une époque était chez Burgos. Manuel Penhalver, ouais, sprint assez moyen, hein, seulement 13e aujourd'hui, derrière pas mal de coureurs de Conti danoises, donc voilà, pas forcément du meilleur niveau, derrière Kopecky et Foldager qui ne sont pas véritablement des sprinteurs non plus. C'est vrai que c'est pas l'idéal du côté de Penhalver. Je suis pas sûr que aller chez Polti comme il visite Malta, c'était une super bonne idée. Parce que c'est pas forcément la meilleure équipe. Hein. Là, c'est vrai qu'il est très vite seul. Penhalver, on a vu des coureurs lâcher extrêmement tôt du côté de cette Polti Visite Malta. Et je me dis, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de rester chez Burgos que d'aller chez Polti? Alors peut-être que le salaire était meilleur chez Polti, mais ça reste quand même une équipe qui a parfois du mal à vraiment exprimer son talent. L'équipe de Contador, je trouve que c'est une équipe qui fait encore des fois des erreurs, qui a du mal à avoir un gros collectif. Malgré Ivan Basso, malgré Contador, qui sont des personnes proches de cette formation. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, à Penhalver, seulement 13e, c'est pas exceptionnel de la part du coureur espagnol, mais qui fait sa meilleure saison en carrière, hein, en 2025, notamment sur les courses Pro Series en Chine, mais sur les grosses épreuves, vous voyez, par exemple, Tour du Turquie, seulement une 9e place. Semaine internationale Kopié et Bartali, 14e sur une étape, donc c'est assez loin quand même. On voit que c'est surtout en Chine qu'il a été bon. Alors il avait pris la 13e place de la Copenhagen Sprint, qui là était un petit peu plus intéressant du côté du coureur espagnol. Derrière Rasmus Pedersen et Lorenz Rex, ce qui déjà montre qu'on n'était pas totalement derrière des purs sprinters, mais là il a eu du mal. Voilà, donc dommage Manuel Penhalver, parce que j'aurais aimé en voir un peu plus, voilà, pour Manuel Penhalver sur l'étape du jour. Et puis je termine avec Johansson. Oui, la chute dommageable pour ce coureur, ça lui fait vraiment reculer au classement général. Pas de chance, c'est que la chute en plus est à 5 bornes de l'arrivée, un truc comme ça. Je crois qu'elle est même légèrement avant les 5 derniers kilomètres, et que de toute manière il n'aurait pas pu avoir le... Enfin, même si la zone sprint avait été décalée, on peut la décaler au maximum qu'à 5 km. On ne peut pas la décaler à 10 km de l'arrivée. Donc voilà, du côté de Julius Johansson, de toute manière, il aurait perdu du temps. Mais c'est vrai que c'est dommageable pour lui parce que quand je regarde un petit peu depuis le début de saison, il a surtout eu un rôle d'équipier. Il a rarement pu montrer ses qualités. C'est un courant en plus qui n'avait qu'un contrat de 1 an avec la UAE, après être passé notamment par une équipe portugaise l'an dernier, parce qu'il avait commencé chez Colo Quick, puis ensuite il était passé à la Uno X, il a Intermarché pendant 2 ans, puis Sapgal Anicolor en 2024 avant de rejoindre cette équipe UAE cette année. Mais il n'a pas forcément beaucoup l'opportunité de se montrer, voilà, sur une saison. Cette année on l'a vu sur le chrono du Tour des Asturies, pas du Tour des Asturies,
C'était quelle course il a fait un bon chrono. C'était le Tour de la Communauté de Valence, où c'était le chrono par équipe où il prennent la 3e place. Et je suis même pas sûr. Voilà, il finit distancé, il finit à 18 secondes. Julius Johansson. Et ensuite, il a pris une 2e place sur le Tour des Asturies. Et c'est seulement ça en individuel. Donc c'est vrai qu'hier, cette 7e place, ce maillot vert, après avoir pris une grosse échappée, c'était plutôt intéressant pour Julius Johansson. Ça le plaçait bien aux côtés du général. Et puis là, cette chute qui lui fait perdre 46 secondes et qui lui fait perdre en fait toute l'avance qu'il avait récupérée la veille. Ça, c'est un petit peu dommageable pour lui. Voilà, sur cette étape. Et puis forcément, une chute, ce n'est jamais anodin. Avant un contre-la-montre où il aurait bien voulu se montrer aussi, c'est pas forcément l'idéal. On regarde tout de suite les différents classements. Hop là, et on commence avec le vainqueur du jour. Donc Søren Barreskjold devant De Schrittener, Zinglé, Philipsen et Koff. Tom Krabsis devant Kubis, Rosenlund, premier coureur d'équipe continentale danoise. Pedersen, Langbo et Kopecky. Voilà pour le top 11. Le classement, on a un abandon, donc comme je disais, avec Clemenson et Anton Müller, donc fini dans les derniers. Problème technique, plus échappé, ça n'a pas été une journée facile pour Anton Müller. Du côté du classement général, c'est Mats Pedersen qui est en tête toujours, avec 4 secondes d'avance sur Kubis. Oksted est 3e. C'est Niklas Larsson donc, qui gagne une place grâce à la perte de temps de Johansson. Et puis vous avez Stefan de Schrittener qui entre dans le top 10 avec ce très bon sprint de la part du Belge qui passe devant Axel Zinglé et Niels Eekhoff. Le classement du maillot de meilleur sprinter, c'est Mats Pedersen qui mène d'un petit point face à Kubis. Barreskjold 4 points derrière, De Schrittener 7 points derrière, donc ça reste très serré avec Oksted et Zinglé en embuscade. Du côté du classement de la montagne, Oksted et Dahl sont toujours à égalité à 32 points. Vous voyez que Malmberg, qui a pris les points des 2 difficultés du jour, se retrouve 4e. Le classement du maillot blanc, c'est Oksted qui est toujours en tête devant De Schrittener, désormais 2e, et Lambo. Et puis le classement par équipe est emmené par Lidl Trek devant la Uno X, la Unibet, Team Colo-Quick et l'équipe nationale, la sélection nationale danoise. Voilà qui est 5e juste derrière Colo-Quick. Et bien nous on se retrouve pour faire le débrief du contre-la-montre qui sera l'étape numéro 3. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.